Salut! Aujourd'hui le sujet de ma vidéo est la place du clip dans l'industrie musicale. Les questions auxquelles je voudrais répondre sont: comment le clip a transformé l'industrie musicale dans les années 80, ou encore comment le clip s'est adapté à la crise du disque et à l'ère des réseaux sociaux. Mais avant toute chose, je vais te présenter une brève histoire du clip. Allez, c'est parti! Alors en fait, la naissance du clip est associée au développement des jukebox à partir des années 40. Aux États-Unis, on diffusait sur ces machines des mini-films de 3 minutes, les Sundays, dans lesquels on pouvait voir les plus grandes vedettes de jazz de l'époque. Tandis qu'en France, on avait pour équivalent les Scopitones, qui diffusaient les chanteurs de l'époque. À différence du clip, le Scopitone était tourné à l'arrache en 2-3 heures grand maximum. Les artistes n'y accordaient pas davantage d'importance. Et d'ailleurs, le Scopitone n'était pas l'initiative d'une maison de disques qui souhaitait promouvoir un tube, mais c'était en fait les fabricants de jukebox qui souhaitaient promouvoir leurs machines, et aussi l'industrie du cinéma. Mais bon, je ne t'en dirai pas davantage, car c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Dès les années 60, les grands groupes de rock, tels que les Beatles et les Rolling Stones, utilisaient déjà le clip à des fins promotionnelles, afin d'être diffusés dans les émissions télévisées. En 1965, Such Around Homestead Blues de Bob Dylan devient la première lyrique vidéo de l'histoire. Le concept est simple, le chanteur exhibe des pancartes sur lesquelles sont retranscrites les paroles de sa chanson. Par la suite, les clips vont devenir plus complexes. Avec les Pink Floyd, les clips vont devenir de plus en plus travaillés au niveau de l'esthétique. Les clips Happy Jack et Call Me Lightning du groupe The Who sont les premiers clips à raconter des histoires. En 1969, un film musical intitulé Love You Till Tuesday sera réalisé en vue de promouvoir les chansons de David Bowie. La cassette VHS ne sortira finalement qu'en 1984, car aucun distributeur n'était intéressé à l'époque. Mais cela montre à quel point le clip vidéo était devenu un réel enjeu pour les rockstars de l'époque. En 1975 est diffusé le clip Bohemian Rhapsody de Queen à l'émission Top of the Pops. Cela marque un tournant novateur dans l'histoire du rock, car ce clip utilise des effets spéciaux inédits pour l'époque. Enfin, en 1980, le clip Ashes to Ashes de David Bowie deviendra le premier clip iconique de l'histoire. C'est en 1981 que fut créée la chaîne MTV, chaîne exclusivement consacrée à la diffusion de vidéoclips. Elle lança le coup d'envoi avec le titre Video Kills the Radio Star par le groupe The Buggles. Comme l'affirme la chanson, le vidéoclip est devenu un élément indispensable dans la promotion d'un artiste. Alors qu'avant, la radio était le Graal à atteindre pour l'artiste en quête de reconnaissance. Désormais, l'image devient indissociable de la musique. Et chaque nouvelle diffusion de clip constitue un événement en soi, tout autant que le passage du titre en radio. En 1986, Sledgehammer de Peter Gabriel cartonne dans les charts, grâce à son clip révolutionnaire, qui deviendra le clip le plus diffusé de tous les temps sur MTV. Par ailleurs, le clip va s'inscrire dans une stratégie de communication qui vise à marquer durablement les esprits. Ce fut le cas de Where the Streets Have No Name de U2 en 1987. Un jour, le groupe performa le premier titre de leur nouvel album Joshua Tree sur le toit d'un immeuble à Los Angeles. Le clip a immortalisé cet happening et a fait de U2 un groupe de rock superstar. Parfois, certains clips retiennent l'attention des spectateurs. Dans le clip November Rain de Guns N' Roses, on voit la mariée morte et enterrée à la fin. Dans le clip Just de Radiohead, on ne sait pas quel est le secret du mec qui est allongé par terre, et on ne sait pas non plus pourquoi tous les autres protagonistes se retrouvent morts et allongés par terre à la fin. Ces clips se présentent comme des énigmes à résoudre, et cela frustrait le public de ne pas savoir en fait ce qui s'était vraiment passé dans les deux cas. Il semblerait que ce soit l'effet Zeigarnik qui opère. En effet, selon cette psy, on mémorise plus facilement des œuvres inachevées que des œuvres complètes, puisque nous sommes alors en état d'attente. Donc le vidéoclip s'inspire largement des stratégies publicitaires. Néanmoins, la différence entre le clip et la publicité, c'est que le clip intéresse davantage le public, tandis qu'il a tendance à fuir la publicité. En fait, le clip c'est bien plus qu'une simple publicité. Dans son ouvrage Fils de pub, Jacques Seguela a écrit: le clip, c'est la pub libérée. Tous ces freins à l'épouvante,
à l'impossible, à la violence, à la monstruosité, que la virginité des produits lui refuse, les stars pop les libèrent. Le clip va plus loin que la publicité en termes de transgression des normes sociales. Beaucoup de clips ont été l'objet de censure, ont créé des polémiques, à cause de leur contenu explicite, contenant des scènes de sexe, de violence ou de consommation de drogue. Certains artistes ont même joué à fond la carte de la provocation. Évidemment, ce parfum de scandale contribue à créer un buzz autour de l'artiste et à le promouvoir en quelque sorte. Dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé du clip « Je te rends ton amour » de Mylène Farmer, qui a créé un scandale, mais qui a aussi contribué à promouvoir une œuvre caritative en faveur de ces actions. Par ailleurs, les clips s'inscrivent pleinement dans une logique de l'excès et tendent à se rapprocher du cinéma. Certains d'entre eux vont s'apparenter à de véritables courts-métrages cinématographiques. Ça a été le cas de clips de SAD, tels que Smooth Operator, Is It a Crime ou encore The Sweetest Taboo, qui sont devenus cultes. Certains artistes dépenseront des sommes exorbitantes et réaliseront des projets ambitieux. Par exemple, Libertine et sa suite Pourvu qu'elle soit douce de Mylène Farmer, Can You Feel It des Jacksons, qui a été scénarisé par Michael Jackson, la trilogie de Guns N' Roses avec November Rain, Don't Cry et Estranged, qui se présente comme une suite d'épisodes de séries télé, Trapped in the Closet de R. Kelly, qui est à la fois une comédie musicale et un film à la manière de thriller, et qui se présente comme une série télé dont chaque épisode constitue un clip en soi. Dans la même veine, la trilogie Bachelorette, Human Behavior et Isobel de Björk. Pour certains de ces artistes, il y a eu un réel retour sur investissement. Le clip November Rain des Guns N' Roses a été vu des millions de fois sur MTV. Michael Jackson, Madonna et Mylène Farmer en France sont les artistes qui ont dépensé le plus d'argent pour des clips et font partie des plus gros vendeurs de disques. Dans le clip, le chanteur est parfois amené à performer un véritable jeu d'acteur. Cela est tout à fait probant par exemple dans le clip Bad de Michael Jackson réalisé par Martin Scorsese. Ou encore dans les clips de SAD, dans lesquels la chanteuse est mise en scène comme un premier rôle de court-métrage. Dans le clip Never As Good As the First Time, on la retrouvera traversant l'Andalousie à cheval. Et dans le clip No Ordinary Love, elle jouera le rôle d'une sirène à la recherche du jeune marin dont elle est tombée amoureuse. En France, Mylène Farmer deviendra actrice dans ses clips Libertine, Pourvu qu'elle soit douce, Désenchantée, Tristana et California. D'ailleurs, de nombreux chanteurs sont devenus aussi acteurs au cinéma. David Bowie a joué dans de nombreux longs métrages. On retrouvera Mylène Farmer dans Giorgino et Ghostland, la chanteuse SAD dans Absolute Beginners, Björk dans la comédie musicale Dancer in the Dark, Whitney Houston dans The Bodyguard, Eminem dans 8 Miles, ou encore Lady Gaga dans A Star Is Born. Souvent, le clip recourt au merveilleux et au fantastique. Par exemple, Bachelorette est en fait la mise en image d'un conte que Björk a écrit. Quant au clip Guy de Lady Gaga, il se présente comme une vaste mythologie à caractère épique, dans lequel l'artiste évolue et y incarne tour à tour des personnages dans différents contextes. Le vidéoclip tend à mythologiser le statut de l'artiste. Comme l'expliquait le sociologue Edgar Morin dans son ouvrage Les Stars, le star system a été inventé par le cinéma hollywoodien, et une star, c'est avant tout une mythologie. C'est le clip qui crée la star et qui l'élève au rang de divinité, et non la chanson. D'ailleurs, le mot icône vient du grec icona, et ce mot signifie image. C'est pourquoi le look de l'artiste a aussi pris son importance. Que dire de Mylène Farmer et de sa chevelure rousse et de son look inspiré par le XVIIIe siècle? Ou encore David Bowie en Pierrot lunaire dans le clip Ashes to Ashes. Enfin, grâce au clip Can't Get Off of My Head et à sa combinaison blanche devenue culte, Kylie Minogue devenait une véritable icône planétaire. Le développement du clip vidéo est étroitement lié à l'essor de la société de consommation au XXe siècle. Dans son célèbre ouvrage No Logo, Naomi Klein remarquait que l'espace public ainsi que l'imaginaire des sociétés étaient envahis par les marques. Celles-ci célèbrent leurs propres mythes en produisant des spots publicitaires et des séries télé. MTV s'inscrit dans cette même logique. Cela incite les chanteurs et les groupes de musique à devenir des marques. Cela soulève des problèmes. Tous les chanteurs n'ont pas envie de devenir acteurs et ne sont pas des rois du buzz. Parfois, la promotion de l'image de marque peut prendre le pas sur la création musicale.
Un article concernant Radiohead et qui a été écrit par le journaliste Ugo Cassavetti soulève ce problème. L'idée la plus communément répandue, c'est que c'est l'image qui fait vendre la musique. Je crois qu'il faut relativiser, car je crois que même si souvent le clip vidéo permet de promouvoir une musique, aussi original et inventif soit-il, le clip ne pourra jamais faire la promotion d'une mauvaise musique. C'est pour cette raison que je persiste à croire que les artistes ne devraient jamais sacrifier la création musicale à la promotion. Mais à part ça, MTV ne comportait pas que des aspects négatifs. Il ne faut pas oublier que MTV n'était pas une simple chaîne de télévision. C'était aussi un état d'esprit et une utopie. Car il abolissait les barrières sociales et géographiques et était devenu une sorte de passeport pour les artistes en quête de reconnaissance. Par exemple, dans les années 80, le vidéoclip a contribué à exporter la musique britannique aux États-Unis. Ça a été le cas par exemple de Duran Duran, de Billy Idol et encore de Eurythmics. Ces artistes ont été des pionniers en matière de vidéoclip. Et Duran Duran était le groupe le plus diffusé sur MTV à cette époque. Par ailleurs, je t'ai aussi parlé du cas de Queen, qui a présenté le clip Bohemian Rhapsody à la télé anglaise. Le groupe n'était pas présent physiquement ce soir-là. Le vidéoclip devenait alors pour les artistes un moyen de se faire connaître à l'international sans avoir besoin de voyager. Dans MTV, il y avait cette idée que la conquête de l'espace était plus importante que le temps. Par ailleurs, grâce à MTV, des styles de musique ainsi que des communautés sectarisées ont pu être reconnus par un large public. Les clips de Michael Jackson ont contribué à la reconnaissance des artistes noirs dans l'industrie musicale. Les clips de Daft Punk ont contribué à démocratiser la musique électronique française, qui était alors cantonnée au club et aux rave parties. Le clip Je danse le Mia de I.Am, réalisé par Gondry, a contribué à rendre populaire un style de musique qui avait tendance à être exclu des médias dominants, le rap. Par ailleurs, le clip a permis de promouvoir des artistes marginaux, tels que le groupe de rock indépendant Radiohead, ou encore l'artiste à l'univers musical atypique, Björk. Même si MTV n'était pas vraiment une chaîne démocratique car elle était payante, de nombreuses émissions musicales se sont créées sur les chaînes publiques par la suite. Dans les années 2000, la crise de l'industrie du disque va de pair avec le développement des plateformes de streaming et de YouTube. En 2009 s'est créé Vevo, un service qui permet de rémunérer l'artiste en fonction du visionnage de ses clips sur YouTube. Quant à la chaîne MTV, elle diffusera de moins en moins de clips. Elle n'en diffuse plus du tout aujourd'hui. Par ailleurs, le placement de produits dans les clips devient de plus en plus fréquent. C'est par exemple le cas des clips de Britney Spears aux États-Unis. D'autres artistes tels que Jennifer Lopez, Lady Gaga ou encore Dr. Dre feront pareil. En France, les clips blondes d'Alizé et Comme d'hab de Vita regorgent de placements de produits, ce qui a suscité des polémiques. Mais comme l'expliquaient Vita et Slimane lors d'une interview, le placement de produits est devenu obligatoire pour les artistes. En effet, à cause de la crise du disque et du manque de moyens des majors, le partenariat avec les marques est devenu une source de revenus pour l'artiste qui s'avère plus intéressante que la vente de disques, le téléchargement ou les concerts. Par ailleurs, la marque permet d'apporter un soutien matériel et financier à la production d'un clip. Dorénavant, le clip a tendance à fusionner avec la publicité. Julien Doré s'est par exemple associé à la marque Lacoste et Orelsan à la marque Evian. Tandis que la vidéo Enter the Game avec Marion Cotillard est à la fois le clip musical de titre Snapshot in LA du groupe Metronomy et une publicité pour la marque Dior. Avec la crise du marché, les clips sont revenus à des budgets beaucoup plus raisonnables et sont devenus moins spectaculaires qu'avant. Néanmoins, j'ai trouvé deux exceptions, les clips Fils de joie de Stromae et Guy de Lady Gaga. Ce qui distingue ces deux artistes, c'est qu'ils disposent de leur propre studio de création, interdisciplinaire et indépendamment de toute maison de disques. Dans le cas de Stromae, il s'agit de Mozart. Dans le cas de Lady Gaga, il s'agit de House of Gaga, qui est en fait inspiré du concept de la factory d'Andy Warhol. Par ailleurs, certains artistes ont utilisé le clip en tant qu'outil de communication virale. Par exemple, le clip Happy de Pharrell Williams, dans lequel un certain nombre de personnes exécutent une chorégraphie sur la chanson dans les espaces publics, a créé le buzz en 2013. On peut le considérer comme un précurseur des challenges chorégraphiques sur TikTok. L'autre artiste à avoir utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir ses chansons, c'est Stromae.
À ses débuts, il postait des vidéos pédagogiques dans lesquelles il expliquait comment il créait ses chansons. En 2013, le clip Formidable, performance dans laquelle le chanteur simule un état d'ivresse, crée le buzz sur les réseaux sociaux. En 2017, le clip Eurotrap de Vald nous montre une performance du rappeur sur un fond vert. Il organise un concours dans lequel il demande à ses fans de trouver un décor. Désormais, les réseaux sociaux permettent aux artistes de davantage interagir avec les fans. De plus, il y a un nouveau type de vidéo qui apparaît fréquemment sur les plateformes maintenant, ce sont les lyric vidéos. Ce sont des sortes de teasers qui permettent de faire attendre le public en attendant la sortie du clip officiel. Parfois, certaines de ces vidéos peuvent faire preuve d'une créativité exigeante. Ce fut le cas pour Love Song de Vanessa Paradis, qui a été conçu par le duo de graphistes parisiens M&M. Ou encore les lyric vidéos de Taylor Swift, de Katy Perry, de Chemical Romance, de Demi Lovato ou encore de Christina Perri. Évidemment, elles servent aussi à rémunérer l'artiste. Par ailleurs, de nos jours, il y a un réseau social qui est devenu extrêmement populaire auprès des jeunes, TikTok. Cette application consiste à publier des vidéos de 15 secondes avec une piste audio au choix. D'ailleurs, Universal et TikTok ont conclu un contrat, et maintenant les utilisateurs de TikTok disposent d'un important catalogue d'artistes de chez Universal. Des contenus les plus répandus sur TikTok sont les chorégraphies et les challenges. Et plein d'artistes ont été découverts sur TikTok. Il y a eu Charlie Puth, il y a eu Lil Nas X, il y a eu Doja Cat ou encore Arizona Zervas. Il y a même d'anciens tubes qui ont été remis au goût du jour sur cette plateforme, tels que Dreams de Fleetwood Mac, Rolling Up That Hill de Kate Bush ou encore Bloody Mary de Lady Gaga. Des utilisateurs de TikTok ont créé des vidéos amateurs et ont utilisé comme piste audio ces chansons. Dorénavant, n'importe qui peut créer un clip vidéo de 15 secondes avec son smartphone. À l'heure où un artiste peut percer sur TikTok, on peut se demander si le clip n'a pas un peu perdu de sa vocation de promotion. Bien que le rappeur Lil Nas X soit devenu célèbre grâce à TikTok, il a tout de même réalisé des clips par la suite. Mais à l'instar du disque, on peut se demander si le clip n'est pas devenu une simple carte de visite pour l'artiste qui a déjà fait ses preuves sur Internet. Par ailleurs, une chose que j'ai remarqué depuis ces 10 dernières années, c'est que maintenant on met le nom du réalisateur au début du clip. Cela veut dire que maintenant on reconnaît le clip comme une forme artistique autonome et non plus comme un simple outil promotionnel. Enfin, je crois que ce passage de la génération MTV à la génération Z a provoqué un changement dans les mentalités. Internet a changé notre manière de consommer des clips vidéo, car il en permet un accès facile, gratuit et illimité. Tandis qu'à la télévision, le choix se limitait au top 50, et le public devait attendre avant que le clip de son artiste préféré soit diffusé. Le problème qui peut se poser avec Internet, c'est que cela rend le public plus impatient et plus exigeant. Puis de nos jours, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Alors que MTV a su rassembler les foules dans toute sa diversité autour d'un imaginaire collectif, Internet divise et atomise la société. Il fait l'éloge de l'individualisme, de la compétition et du narcissisme. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je te dis à bientôt.